Arcachon est une ville toute jeune, à peine plus de 150 ans. Si la pêche, le ramassage des coquillages puis l'ostréiculture constituaient les principales activités locales, la mode des bains de mer mit en lumière le bassin que découvrirent les Bordelais dès 1820. Le premier établissement de bains de mer, créé par François Le Gallay en 1823, lancera la station. La médecine découvre alors que la tuberculose, qui fait 80 000 morts par an, est inconnue sur le bassin, chez les forestiers et les marins, malgré leurs rudes conditions de travail et leur alimentation défectueuse. Médecins et financiers s'accordent à penser qu'il faut profiter de cette situation unique pour construire une ville dans la forêt. Mais une ville faite essentiellement de villas. Si la ville d'Arcachon possède de nos jours un centre-ville fait de 350 magasins groupés dans un rayon de 300 mètres, et s'il comporte des immeubles modernes, une certaine volonté de préserver un style agréable et personnel fait que l'habitation arcachonnaise est surtout constituée de villas entourées d'un jardin. Après avoir reçu des appellations telles que Arcachon, ville de santé, Arcachon, perle de la Côte d'Argent, Arcachon, la ville sous les pins, Arcachon, la Mecque de la voile, Arcachon pourrait s'appeler la ville aux 1001 villas. Eh bien, ce sont ces villas que nous allons tenter de découvrir à présent. Parler de villa à Arcachon fait immédiatement penser au quartier de la ville d'hiver. Cette partie de la ville a été construite afin de recevoir et de loger des malades pulmonaires. Elle a choisi de s'étendre sur 100 hectares en pleine forêt. On l'a désignée d'ailleurs au début sous le nom de ville forestière. Paul Regnault, architecte arcachonnais, en charge de sa création dès 1863, choisit la pente d'une dune, exposée en plein midi et abritée des vents. Il profite de la situation occidentale de la côte atlantique pour souligner un décalage horaire par rapport aux Alpes ou à la Côte d'Azur, permettant de bénéficier, chaque soir de l'année, une ère de soleil supplémentaire, appréciable surtout en hiver. Inspirés des chalets de montagne, les villas, qu'on appellera d'ailleurs au début des chalets, adopteront les toits en pente très marqués, indispensables en montagne pour se débarrasser d'une neige qui reste exceptionnelle dans d'autres régions. C'est là une caractéristique très répandue en ville d'hiver. La douceur du climat, classant Arcachon parmi les villes les plus chaudes de France en hiver, n'empêche pas la nécessité de chauffer. Les cheminées alors participent à l'élégance de la construction. On en trouve des simples, des doubles, des originales, des jumelles, à rallonge, en bonne vraie pierre, torsadée, en fût de canon, monumentale, isolée, groupée ou encore en terre cuite. Certaines même sont en forme de donjon ou de tours crénelées. Restons sur les toits et notons la largeur inhabituelle des avant-toits des villas. Ils sont destinés à abriter les occupants des villas de la pluie ou du soleil. C'est une caractéristique très répandue dans ce style de villa et que l'on rencontre même dans celles qui ont été construites plus récemment. Pour soutenir ces avant-toits très débordants, il faut leur assurer des consoles. Ici, le bois ne manque pas, et c'est un matériau que l'on a à portée de main avec les pins et facile à travailler. Les avant-toits deviennent alors des éléments de décoration tout trouvés, et ils ont leur place dans la participation à l'élégance ou à la fantaisie de l'architecture de la villa. Ils trouvent même leur place sur les toits comme dans la villa Trocadéro. Autre élément soulignant l'élégance de ces villas, c'est l'épi de fête ou épi de fêtage. On le trouve donc au sommet du toit,
Ah, ne vous y trompez pas, ce n'est pas un paratonnerre, il est en bois. Sa fonction est tout simplement décorative. On lui demande d'allonger la silhouette générale de la villa, de l'agrandir, d'être pittoresque. Il peut être simple, ou très travaillé, ou jumelé. L'épi de fête est tellement caractéristique des villas de la ville d'hiver que les immeubles modernes n'hésitent pas à s'emparer de cet ornement rappelant ce style si typique, si arcachonné. On en retrouve de toutes variantes, métalliques, en bois avec l'apport d'une croix, servant de girouette. On trouve aussi des épis de fête en terre cuite, comme sur la villa Teresa. Et la place des Marquises nous offre toute une famille nombreuse d'épis de fête. Les fenêtres participent, elles aussi, au mouvement vertical de la silhouette de la villa. En ville d'hiver, comme plus tard, boulevard de Gane, par exemple. Elles sont étroites et élancées, la hauteur des plafonds de l'époque facilitant cette disposition. Leur surface réduite par rapport à des fenêtres modernes assurait aussi une isolation thermique efficace en hiver, comme contre la chaleur en été. La partie supérieure de la fenêtre, le linteau, est un espace tout trouvé pour accueillir une décoration anoblissant la demeure. Blason, écusson, motif végétal, avec parfois un dégradé entre les fenêtres principales au centre de la villa et les fenêtres secondaires occupant les côtés, soulignant l'importance du propriétaire par rapport aux autres occupants. Afin de gagner en espace et en lumière, les architectes introduisent des bow windows, terme britannique désignant une fenêtre épousant la forme convexe d'un arc. Le bow window offre un angle de vue élargi pour être en saillie. Il est parfois clôturé par des vitraux apportant leur fantaisie et leur couleur aux habitants de la villa. En vous promenant en ville d'hiver, vous ne manquerez pas de remarquer combien les balcons sont nombreux. N'oublions pas que les malades ont besoin d'air des pins et de soleil généreux, même en hiver. Le balcon permet de passer de l'intérieur à l'extérieur en quelques pas et sans fatigue. Le balcon offre un cadre valorisant pour qui y apparaît, et surtout quand on est la princesse Louise, fille de la reine Victoria, daignant remercier l'orchestre d'Arcachon venu lui faire une aubade en l'honneur de son anniversaire. Le garde-corps peut être en fer, habilement dessiné par l'un des ferronniers d'art de la région, passé maître à dompter le fer à la forme de leur fantaisie, poussant même leur maîtrise jusqu'à créer des décorations en 3 dimensions, apportant ainsi le relief dans leur œuvre. Nos immeubles modernes ne négligent pas pour autant la qualité de leurs balcons. Les architectes de la ville d'hiver n'hésitent pas à imprimer un air noble aux villas, à moins que ce soit à la demande de leurs clients. Tours, donjons, observatoires et échauguettes entrent alors dans l'architecture des villas. Point n'est besoin d'être situé au sommet d'une dune, et tant pis si l'observatoire de la villa n'a aucune chance de voir la mer. Il faut reconnaître que, parfois, la tour cache un escalier en spirale donnant accès aux étages, et la tour donne un petit air de noblesse à l'ensemble. On y perce même de pacifiques meurtrières dont le rôle consistera à éclairer l'escalier, ou à distraire la personne qui le gravit, ou tout simplement à lui offrir un moment pour souffler. Que ce soit boulevard de l'Océan, en ville d'hiver, ou en bord de mer, comme la superbe villa Saint-Yves,
Construite en 1910 par le prince de Broglie, la tour prend garde à bien remplir son rôle. Chaque villa de la ville d'Hiver dispose d'un jardin. Celui-ci est séparé de l'allée qui le borde par une barrière. Ah oui, mais pas n'importe quelle barrière. L'obligation d'une barrière de bois faite de latte blanche était de rigueur. Et pourquoi donc ? Ces barrières, dites barrières de Gironde, ne devaient en effet constituer un quelconque obstacle à la libre circulation du bon air salubre d'Arcachon. Telle était la recommandation des médecins du Second Empire. Les jardins disposaient de portails et d'entrées pour les villas. Les entrées de jardin constituaient l'avant-garde responsable de la première impression ressentie par les visiteurs. Elles se devaient d'être dans le style et la plus ou moins grande richesse de la villa. L'entrée de jardin pouvait sortir de l'atelier de forge et s'orner de dessins, de tôles perforées à l'emporte-pièce présentant le nom de la villa. Ou à la suite d'un escalier couvert d'un porche de briques et abritant une statue. Quand une famille souhaitait venir passer l'hiver à Arcachon, les agences de vente et de location proposaient alors des villas dans un album photographique dont les pages contenaient l'offre de cette petite location économique. La villa Vinsonette proposait alors non une villa particulière, mais des appartements à louer. L'immeuble comporte néanmoins un belvédère, disposé plus tard, un beau window, un vitraux Art Nouveau, un joli parc et des couleurs surprenantes, inchangées jusqu'à ce jour. L'avenue Rapp nous offre Chopin, où séjourna le préfet de la Gironde en 1886, avec des balcons ouvragés et une petite tour carrée. Lully, construite à la même époque et offrant une vue panoramique à ses habitants grâce à un beau window. Tout en haut de l'avenue Gambetta trône la villa Maïtea, porteuse du souvenir de l'écrivaine au nom masculin de Gérard Douville, l'une des filles de l'académicien José María de Heredia. En plus de son esthétique confirmée, la villa est originale pour détenir son sosie. La villa Franche-Comté, avenue du Parc, mais construite diamétralement opposée, comme dans un miroir. L'art néo-gothique semble avoir inspiré les architectes arcachonnais dans les villas Bacon, allée Sully, construite dès 1864 pour Émile Pereire, ainsi que Montretout, dominant toute la ville. Giroflée, que nous reverrons. Plaisance, allée Charles Ronet, déjà vue, avec sa tourelle abritant l'escalier. Inclassable par son style se démarquant des villas de la ville d'Hiver, Cyrnos porte ce nom désignant la Corse. Construction fin 19e siècle, 1892 exactement. La nostalgie de l'Orient, ou l'exotisme tiré des pays éloignés de notre hexagone, ont donné naissance à des villas telles que Myriam. D'inspiration marocaine, aux arcs outrepassés, aux bordures denticulées, ses croissants de lune, ses arabesques. Arrêtons-nous un instant pour admirer la villa Teresa, l'une des villas emblématiques de la ville d'Hiver. Construite vers 1882, elle est de style hispano-mauresque. L'entrepreneur local Blavy s'en servit de pavillon témoin à destination de sa clientèle. Promise à la destruction en 1975, cette initiative fut contestée par les habitants de la ville d'Hiver réunis en comité de défense et transformée quelque temps après en hôtel de charme. Son entrée est remarquable avec ses fenêtres en meurtrière éclairant l'escalier, un escalier splendide en bois
Le vestibule est décoré de tableaux animaliers. Teresa est actuellement divisée en appartements. Non loin, la villa Greg-Crostan a été construite en 1880 par un riche et original Écossais. La villa a été réquisitionnée pendant la dernière guerre pour y accueillir le lycée dont Arcachon était dépourvu et que des élèves partageaient avec la villa Brémontier de l'autre côté de la rue. Ce quartier de la ville d'Hiver dispose d'un parc, le parc Mauresque, du nom du casino de style mauresque, construit en 1863 pour la distraction des habitants des villas. Le parc de 4 hectares est assez remarquable pour se situer dans les 300 plus beaux parcs et jardins de France. On y retrouve d'ailleurs 2 œuvres du sculpteur arcachonnais Claude Bouscaut, qui était Grand Prix de Rome, avec une gracieuse baigneuse et un viril Héraclès rendant hommage aux résistants arcachonnais. Quelques villas tirent leur appartenance au style néoclassique. Nous avons déjà vu la villa Ciernos, mais la villa Castelmar, à la jonction des allées Repsomène et Turenne, se repère facilement à l'aide de son pin parasol, visible de toute la ville. Elle fut habitée par le peintre Pierre Bonnard. En ville d'automne, la villa Genan, cour Ricard de Thury, semble perdue au milieu des villas plus traditionnelles. Mais promenons-nous sur la plage de Joigny, entre Notre-Dame et Pereire. Nous ne manquerons pas de découvrir, bordant le boulevard de l'Océan, la villa Flamberge, faisant référence à une épée en forme de flamme. Et également Moby Dick, du nom de la baleine poursuivie par le capitaine Achab dans le roman bien connu d'Herman Melville. Ces villas donnent sur une belle plage qui, comme tout le littoral aquitain, bénéficie des marées. Cette respiration aquatique naturelle fait que la surface d'eau du bassin passe de 15 000 à 5 000 hectares. On peut donc dire que le bassin renouvelle ainsi ses eaux en 2 marées de 24 heures. Ce qui est loin d'être le cas pour un autre bassin, le bassin méditerranéen, qui ne renouvelle ses eaux que tous les 100 ans. On aurait tort d'oublier l'Art nouveau, soutenu en ville d'Hiver dans la jolie villa Souvenance, construite en 1889, avec sa véranda encadrée de décorations florales appartenant à ce style et ses lambrequins en bois découpé. Il faut absolument s'arrêter en ville, avenue Nelly de Gade, pour admirer la villa Florecita, fort bien entretenue et remplie de détails pittoresques à découvrir comme des cabochons de faïence et des volets ajourés. Sans oublier les belles villas Valquérie, Vincenette et Provence. À la recherche des villas pittoresques, auriez-vous pensé à en trouver quai Gosselin, autrement dit le long des quais du port. Vous rencontrerez là des villas de la ville d'Hiver qui ont décidé de vivre les pieds dans l'eau. Dans le cadre des villas pittoresques vient naturellement la villa Toledo, ancien manège d'équitation transformé en habitation avec son escalier dont la rampe est ornée d'un découpage de bois ajouré aux motifs qui suivent fidèlement l'évolution de l'escalier, puis du balcon, faisant presque le tour de la villa. Le boulevard de la plage, entre Casino et Petit Port, est riche de villas remarquables, telles Saint-Georges, ornées d'une décoration de faïence rappelant le saint terrassant le dragon, et naturellement Constantine. La villa Watts, à côté des anciens studios de photographie Léo Neveu,
a appartenu à Alphonse Lamarque de Plaisance, le premier maire d'Arcachon. Tandis qu'à 2 pas s'élève la superbe villa Claude Bernard, qui abrita un temps le commissariat de police. Mais où donc logent les Arcachonnais? Réponse, pour certains du moins, dans les villas dites arcachonnaises. Ces petites villas, sans étage, étaient jadis occupées dans les quartiers populaires, autour du port, logeant marins-pêcheurs, charpentiers de marine, mécaniciens, ouvriers des pêcheries, marailleurs, ostréiculteurs. Ces maisons, sacrifiant à la mode de la ville d'hiver, avaient des épis, des galeries avec des colonnes de fonte. On peut en voir une exceptionnelle et typique rue des Mériques. Les arcachonnaises sont très tendances et très recherchées actuellement. L'Aiguillon participe à d'autres petits voyages sur le boulevard de la Plage, avec tout un quartier qui s'est transformé en même temps que le centre-ville. Le style a voulu rester gai, coquet, décontracté, avenant. Il côtoie allègrement les cabanes des gens de la mer, mais qui évoquent si bien l'Arcachon des débuts. On dit que notre pays est plat. Il faut rappeler qu'une dune court parallèlement au rivage de la basilique jusqu'au centre commercial de la Teste. Et pour traverser cette dune, qui franchit courageusement l'avenue Gambetta, il faut parfois des escaliers. Et c'est le cas entre le cours des Sbiers et l'avenue Regnault. Escalier fort bien décoré de fleurs par la municipalité et prolongé par un escalier plus abrupt, grimpant jusqu'à la place Turenne, où l'on reprend son souffle. Il faut aller par exemple en ville d'automne pour trouver de l'art déco. La rue des Mériques accueille la villa Rip. Et en plein centre-ville, avenue Lamartine, la villa Minerve. À la limite de la ville d'automne, une villa a été dédiée à la musique. C'est l'hôtel Le Dauphin, dont l'agrandissement a respecté la décoration musicale. Le boulevard de Gane, cette belle et grande avenue, offre toute une série de villas fin 19e, s'inspirant encore du style de la ville d'hiver dont on retrouve les clés. Une belle promenade à faire à pied d'un côté et de l'autre au retour. En son centre, Saint-Elme. C'est une ancienne école Saint-Ferdinand, puis école internationale d'Arcachon préparant au métier de la mer. Les élèves marins participaient à des croisières, les menant jusqu'à Alger et même à Rome, où le pape Pie IX leur remit son bateau personnel, l'Immaculata Concezione, qui navigua ainsi sur le bassin. À quelques pas s'élève l'établissement qui proposait ses bains et ses douches, jusqu'à ce que les années modernes prévoient des salles de bain dans la plupart des foyers. L'établissement a été conservé dans son style de l'époque, mais attribué à d'autres tâches. L'allée Sainte-Marie, et qui part de la basilique vers le Moulot, recèle de très belles et originales villas comme Saint-Louis, ancien hôtel de luxe, qui cache derrière lui une superbe reconstitution de la grotte de Massabielle, où la Vierge apparut à Sainte Bernadette, au siècle dernier. Un phylactère, sorte de ruban de pierre, dévoile la date de construction 1883. Consoles artistiques. On passe en revue la villa Duquesne, les Ombrés, Fleury-Jacques, Léo Grave, Nemo, Bagatelle, Fantaisie de l'océan, La Buissonnière, Castriotti Virginia, les Lotus, Loulou, Moby Dick, Syrah. En poursuivant la direction de Pereire, le boulevard de l'Océan est bordé de villas qui recevaient, au siècle dernier, la clientèle chic et noble en un manège incessant de calèches.
Princes, comtes, duchesses et autres barons se croisaient alors. Il en reste de belles villas que l'on peut voir soit donnant sur la route, soit s'ouvrant sur une plage tranquille. Mais offrant toutes un cocktail de variété de bon goût et d'originalité. Dans ce défilé d'originalité, il faut remonter en ville d'hiver avec Alexandre Dumas, Harry Pasteur, dont la porte d'entrée s'orne du masque du départ des volontaires de Rude, issu de ce groupe bien connu ornant l'Arc de Triomphe de Paris. La ville La Foste, où Charles Gounod écrivit son opéra du même nom et qui fut un temps école privée, sans frémir sous le masque diabolique de Méphistophélès, l'un des personnages de l'histoire. La proximité du Pays basque a fait éclore une quantité incroyable de villas de style basco-landais. C'était le style préféré de Louis Gaume, entrepreneur local, qui en joncha le Moulot et le Pilat. Toits peu inclinés, couleurs traditionnelles, souvent sans étage, ces villas forment une unité dans ces quartiers de l'ouest et au sud d'Arcachon, bien qu'on en trouve aussi en ville d'hiver. Ah, les Abatilles. Ce quartier des Abatilles se dote d'une source thermale découverte en 1923, alors qu'on cherchait du pétrole. Captée à 472 mètres, c'est la source la plus profonde de France. Avec un tel filtre de sable, elle est naturellement exempte de tout nitrate. Elle est vendue sous le nom de source de Sainte-Anne des Abatilles. Son quartier s'est développé entre les deux guerres et elle s'est dotée d'une petite chapelle au vocable de Saint-Louis, où le culte est pratiqué régulièrement toute l'année. Autour de la chapelle, une activité commerciale s'y est tout naturellement installée. Restons au Moulot. L'architecte Roger Expert, né et enterré à Arcachon, premier prix de Rome en architecture, répandit son art à Belgrade lors de l'exposition coloniale de Paris et dans la décoration du célèbre paquebot le Normandie. Si Canope et Lyside sont des villages jumelles symétriques, elles s'élèvent à côté de Verlogis, aux portes d'Arcachon. Et on ne peut oublier ni Tétis, ni Kypris, qui a servi de cadre au film Mère et fille, sorti en 2009 avec Catherine Deneuve. Au-delà de la promenade Pereire, la villa Saint-Dominique rappelle le long et mémorable passage du poète italien Gabriele D'Annunzio, qui travailla Villa Caritas et à l'hôtel du Moulot, avec Claude Debussy dans des œuvres communes. Un phénomène curieux se déroule souvent sous nos yeux. Une barre de nuages menaçants s'agglutine à l'est, vers Bordeaux, alors qu'à l'ouest, le ciel est et reste totalement dégagé. Une caméra prenant une image toutes les 20 secondes montre bien que les nuages demeurent bloqués par une barrière invisible et ne peuvent affecter le ciel arcachonnais. N'avez-vous pas entendu parler du fameux microclimat d'Arcachon ? Cette partie d'Arcachon se confond avec l'entrée du Pilat. Ici, un blocos a été récupéré et offre une extension originale à la villa. Une belle plage s'étend sur les deux communes avec en fond de décor la célèbre dune du Pilat. Un récent sondage auprès des lecteurs du très sérieux quotidien britannique The Guardian a révélé les plus belles plages du monde entier. Si la première place a été reconnue à une lointaine plage des Seychelles, la plage du bassin d'Arcachon, au pied de la dune la plus haute d'Europe,
est arrivé en seconde place des plus belles plages de sable fin du monde. Cette promenade à Arcachon a dû vous fatiguer. Pour vous détendre, faites donc un petit tour sur le front de mer. Une légère brise rafraîchissante vous y attend. Ces images ont toutes été tournées au printemps. Les terrasses des cafés et des restaurants se remplissent. La nuit se fait toujours attendre ici, et déjà le soleil songe à se coucher. Un petit tour sur la jetée vous sera salutaire. C'est d'ici que les couchers de soleil sont les plus beaux. Des jeunes jouant au ballon, insensibles à la beauté du spectacle. Et puis l'astre du jour nous offre ce magnifique tableau. Ici on peut lire son journal dehors sans éclairage jusqu'à 22h30. Et puis la nuit envahit les terrasses illuminées. Voilà, le spectacle est terminé. Terminé ? Ah, pas du tout. La lune prend le relais. À Arcachon, le spectacle est continu. Profitons de ce site merveilleux que Marcel Aimé n'hésitait pas à qualifier de l'un des derniers paradis sur Terre.